Au XVIIe siècle, le roi Charles II d'Angleterre donna leurs lettres de noblesse à des épagnols nains au nez écrasé, les King Charles Spagnols, sans lesquels il ne se déplaçait jamais et qui avaient même le droit d'entrer au Parlement anglais. Cette race fut très vite considérée comme particulièrement mignonne. Le cavalier King Charles, à nez plat, faillit alors disparaître, mais se développa de nouveau au début du XXe siècle. Il devint peu à peu l'un des petits chiens les plus achetés d'Europe, et une écrasante majorité des personnes le jugent aujourd'hui mignon ou trop mignon. En novembre 2021, en Norvège, le groupe de défense des droits des animaux Animal Protection Norway fit valoir devant les tribunaux d'Oslo le fait que, je cite, « la loi sur la protection des animaux vise à les protéger contre les actions irrationnelles des humains ». Et il eut gain de cause. Le juge a en effet estimé que l'élevage sélectif des bulldogs anglais et des cavaliers King Charles constituait une sorte de délit de mignonitude. Ces races étant sujettes à de graves problèmes de santé. Le cavalier King Charles peut souffrir de maux de tête parce que sa boîte crânienne est trop petite, être touché par des défaillances cardiaques ou des problèmes oculaires héréditaires dus à la pureté de la race et au manque de brassage génétique fait, le manque de brassage génétique fait qu'ils ont une courte espérance de vie pour des chiens, environ 9 ans. La beauté peut être un cadeau empoisonné, nous le savons, jalousie, harcèlement, réification, ça veut dire réduire quelqu'un à un objet désirable, diktat de la beauté dans notre société de médias et de consommation, et on peut de même être victime donc de sa mignonitude. La question éthique sous-jacente à cette décision de justice est donc de savoir si la quête de mignonitude pour les animaux de compagnie peut se faire aux dépens de leur propre bien-être. Commençons par enfoncer quelques portes ouvertes kantiennes. Oui, moi aussi, je veux jouer à Kant, il n'y a pas de raison. Ce qui est agréable peut être distingué de ce qui est beau, dans la mesure où il ne renvoie qu'à un attrait personnel. On peut ainsi trouver agréable ou trop satisfaisante, comme disent les jeunes, telle saveur, odeur, consistance, texte, musique, paysage, visage ou décoration. Tous ces goûts sont à la fois subjectifs et intersubjectifs, puisqu'ils proviennent en partie de la société et de l'époque dans laquelle nous vivons, des influences de notre entourage et de notre culture du goût, que ce soit en peinture, en poésie, en cuisine, ce que vous voulez. La beauté, par contre, devrait, selon Kant, pouvoir prétendre plaire universellement sans concept. Difficile donc d'en trouver un seul exemple concret, mais cette analytique de la faculté de juger esthétique, comme dit Kant, renvoie peut-être surtout à une expérience particulière. J'ai beau savoir que certaines personnes ne le seront pas, je ne peux pas m'empêcher de me demander sincèrement comment ne pas être bouleversé par l'élégance, la grâce, la perfection, la noblesse, le caractère quasi surnaturel de la beauté du Taj Mahal, d'un tigre, du Requiem de Mozart, de Leonardo DiCaprio ou de certains gestes techniques. Franck Robert nous a tout à l'heure fait part de son analyse du football et c'était très beau, tel que le coup de franc réalisé par Roberto Carlos le 3 juin 1997. Si. Rédigée au XVIIIe siècle, la critique de la faculté de Kant n'étudie bien sûr pas les concepts connexes à ceux de la beauté, comme le moche, le kitsch ou le mignon. Or, est-il possible de poser les bases d'une phénoménologie de la mignonitude? Et qu'est-ce que celle-ci pourrait nous apprendre de philosophique sur la condition humaine? Historiquement, ce terme apparu au début du XVe siècle, passa en Angleterre sous la forme mignonne, M-I-N-I-O-N, signifiant fidèle, subalterne. Au XVIe siècle, les jésuites sont qualifiés de mignons de Jésus-Christ. Mais il est utilisé ensuite de façon péjorative, comme une raillerie, en référence aux favoris du roi de France Charles VII et à ses mignons de couchette. Être le mignon du souverain est alors un honneur qui permet notamment de dormir dans son lit et de s'habiller comme lui à une époque où le code vestimentaire obéit à des règles très strictes pour désigner le rang social. Les premiers à associer le mot mignon à l'homosexualité sont les calvinistes, rigoristes sur les mœurs et très hostiles à ce genre de frivolité. On retrouve ce terme dans la pop culture. En 2010, René Lataupe vend plus de 107 000 singles de sa chanson Mignon Mignon, dont la sonnerie téléchargeable fut également un succès mondial, tandis que le film Les Mignons du studio Illumination Entertainment réalisa plus d'1 milliard de dollars de recettes en 2015. On a essayé de décrire scientifiquement cette qualité, et puisque tout ce qui est petit est mignon, à moins que ce ne soit le contraire, étudier le cas des nourrissons, des chiots, des chatons, véritables stars de la mignonitude sur Internet. Taille et forme du crâne, des yeux, etc. Il semble que ce qui est
trop mimes ou so cute, se caractérise ainsi par ce qui est menu et délicat, aux formes trapues ou enfantines. L'éthologiste autrichien Konrad Lorenz montra que les traits physiques juvéniles provoquent chez les adultes une attention particulière, les aident peut-être inconsciemment en tant que parents à aimer et à prendre soin de leurs enfants, ce qui est crucial pour la survie de l'espèce. Mais il existe autant de variétés de choses potentiellement mignonnes que belles. On peut ainsi caractériser un animal, une personne, alors c'est le fantasme de la girl next door par opposition à celui de la femme fatale, qui est à jamais inaccessible, ou bien un village, un objet, un geste ou une expression de mignon. Ainsi, le poète déclamera au sujet d'une femme très sensuelle une formule à la hauteur de sa beauté éphémère. Par exemple, « Que j'aime voir, belle indolente, de ton corps si beau, comme une étoffe vacillante miroiter la peau. À te voir marcher en cadence, belle d'abandon, on dirait un serpent qui danse au bout d'un bateau. » Baudelaire, le serpent qui danse, les fleurs du mal. Un compliment mignon envers la dame sera pour sa part plus enfantin ou maladroit. Moi j'ai eu une expérience, je parle de ma vie parce que je ne sais pas que c'est passionnant, mais comme la beauté est une expérience vécue et personnelle, quand j'étais étudiant, je m'étais baladé à l'université de Nantes avec ma future femme, et là-bas il y a un SDF que tout le monde connaît bien, et qui est un peu étrange parce qu'il est atteint de glossolalie, c'est-à-dire qu'il invente lui-même son langage, et quand il a vu ma femme, ma future femme, il lui a fait comme il lui a dit un compliment et lui a dit quand on vous voit, mademoiselle, ça donne envie de croire aux dinosaures. J'ai rien compris, mais c'est mignon. Moi, j'étais resté sur un registre plus classique, évidemment. Il est également intéressant d'éclairer le concept non pas par ce dont il se distingue, mais par ce à quoi il s'oppose nettement. Par exemple, Kant parle, lui, du sublime. Alors, ça pourrait être intéressant de faire un parallèle entre le mignon et le sublime. Le sublime, c'est une idée qu'on retrouvera ensuite aussi chez les poètes allemands, par exemple dans le romantisme, chez Schiller. Kant en distingue deux formes qui ont en commun de ne pas avoir un aspect bien déterminé, comme dans le cas d'une œuvre d'art, mais de nous donner un sentiment d'infini. Le sublime mathématique, la nature suscite en nous à ce moment-là un sentiment d'incommensurable, produit en nous un sentiment de calme contemplatif. C'est le cas d'un paysage montagneux, de la mer ou du ciel étoilé qui nous renvoie à notre finitude, notre petitesse, notre insignifiance cosmique. Le sublime dynamique, lui, ajoute à cette prise de conscience romantique, si on veut, celle de notre fragilité physique, de la possibilité d'être broyé par une puissance dévastatrice, celle des forces de la nature dont le déchaînement produit un mélange d'effroi et de fascination auquel Kant attribue l'oxymore de plaisir négatif. Les tempêtes, les orages, les tsunamis ou les explosions volcaniques en sont de bons exemples. Alors, Kant n'étudie pas le cas des beautés animales et humaines, qu'il rejette directement dans la catégorie agréable, ce qui ne me semble pas si évident. La puissance d'un ours, la dangerosité d'un félin ou le gigantisme d'une baleine nous font peut-être partager quelque chose de sublime. De même, si l'attrait pour un individu a une dimension sexuelle qui fait que ce plaisir et ce désir ne sont pas totalement désintéressés comme dit Kant, ce que l'on éprouve est peut-être parfois proche du sublime, ce que le psychologue suisse Carl Gustav Jung appelle un sentiment lumineux, un mélange un peu hypnotisant, mystique, d'étonnement, de peur et de fascination. Si, j'ai déjà vu des femmes qui sont lumineuses. À n'en pas douter. La légendaire misanthropie de Kant ne le rendit peut-être pas personnellement sensible à de tels types de beauté. Quoi qu'il en soit, le sublime s'impose toujours comme quelque chose de quasiment suprasensible, comme le dit encore Kant, et nous prenons craintivement plaisir à nous sentir écrasés par sa magnificence. C'est tout le contraire avec le mignon, puisque notre sensibilité est alors touchée par la petitesse et la fragilité d'un être qui nous donne envie, non pas de nous protéger, mais de le protéger, comme le cavalier King Charles. L'analytique de la faculté de juger esthétique de Kant décrit aussi le rôle de la sensibilité, de l'imagination et de la raison dans notre jugement de goût. Alors, au sujet de la catégorie du sublime, Kant dit quelque chose d'éclairant et d'assez étonnant qui pourrait nous être utile pour mieux comprendre la mignonitude, justement parce que c'est le contraire. Alors Kant dit « Le brave paysan savoyard », ça j'aime bien ça, « le brave paysan savoyard, au demeurant avec beaucoup de bon sens, désignerait sans nulle hésitation, selon ce que raconte Saussure, géographe suisse qui réalisa l'ascension du Mont Blanc en 1787, comme des fous tous les amateurs de glaciers. On se doute qu'il est délicat de juger de la beauté d'un tableau, d'une danse ou d'une musique. Surtout si c'est des choses qui sont postmodernes,
Je vous renvoie à l'écoute, par exemple, des poèmes de Tarkos ou de Philippe, ou à des œuvres de Manzoni ou de Fauré. En effet, il faut être connaisseur. Dans ses leçons sur l'esthétique, Wittgenstein souligne d'ailleurs que dans le domaine des beaux-arts, les spécialistes qualifient très rarement les choses de belles. Il y a vraiment que les philosophes pour utiliser ce mot-là. Leur culture du goût leur permet de préciser ce qui est esthétique dans une œuvre. Et ils emploient des expressions techniques, comme « dans ce morceau, le tempo est incorrect »,« cet agencement de couleurs est particulièrement subtil »,« on appréciera la tessiture de cette voix ». C'est la même chose pour un geste technique en sport, si on est connaisseur. On va juger par exemple qu'on pourrait le faire nous-mêmes, que c'est facile ou que c'est chanceux, alors qu'en réalité il s'agit parfois de véritables éclairs de génie, et c'est notamment ce qu'on avait vu dans le cas du football. Les gestes qui semblent les plus simples ont réussi à retirer leur lourdeur technique et donc semblent être faciles à faire. Mais de façon étonnante, Kant dit la même chose du sublime, qui ne s'adresse pas pour lui à la seule sensibilité. Il demande lui aussi des explications et un usage de la raison pour être bien compris, comme dans le cas des icebergs, ou du ciel étoilé au-dessus de ma tête, ou de la majesté des galaxies, parce que j'aime bien la majesté des galaxies. Peut-être que tout le monde ne peut pas spontanément apprécier cela, dit Kant. Mais le mignon, lui, peut-être parle-t-il moins à la raison adulte qu'à la sensibilité infantile. Et si le brave paysan savoyard pourrait être plus étonné qu'effrayé, que séduit par le caractère sublime des glaciers, il peut peut-être reconnaître, quel que soit son manque de culture, que quelque chose est simplement mignon. Cela ne s'adresse pas tant à l'intellect qu'à la sensibilité et à un certain imaginaire de la douceur. Kant ne développe pas non plus d'analyse du lait, pas tellement, ni de son rapport au beau, mais s'ils s'opposent diamétralement, leur caractère est à la fois rare et fascinant, nous venons de le voir, et ça fait qu'ils se rejoignent en un sens. On peut alors dire que le beau et le sublime sont au lait, ce que le mignon est au moche. Tous les deux reposant sur la pitié, aux deux sens que cette expression peut avoir en français. Le moche provient d'une faute de goût qui nous gêne, qui nous met mal à l'aise et nous fait pitié. Tandis que le mignon nous apitoie, en nous faisant éprouver une douce passion joyeuse. Le mignon est toujours sympathique. C'est d'ailleurs quelque chose d'un peu moche qui peut aussi rendre quelque chose mignon, comme le léger strabisme divergent ou le nez écrasé de certains qui charment. Le beau et le mignon peuvent aussi aller de pair. Et puisque nous parlons du nez des King Charles, prenons un nez un peu plus célèbre, celui de Cléopâtre. Alors il s'agit bien sûr d'un quiproquo historique. À une époque, le XVIIe siècle, où les nez courts sont peu appréciés, Blaise Pascal a écrit pour plaisanter. Alors, rien que la phrase déjà est étonnante, parce que si vous lisez du Blaise Pascal, il n'y a vraiment pas de quoi rire, hein. Il est là pour nous montrer notre misère et essayer de nous montrer la petitesse de notre condition pour mieux nous élever à Dieu. C'est pas le genre de livre qu'il faut lire pour rigoler. Ben là, il avait essayé de plaisanter et il avait dit que si le nez de Cléopâtre eût été plus court, toute la face de la terre aurait changé. C'est dans ses pensées. Alors, il voulait simplement insister sur le fait qu'un petit détail aléatoire, contingent, peut à lui seul changer le cours de l'histoire. Ça permet de faire des uchronies, et si Hitler était mort d'une crise cardiaque, et si Bonaparte, etc. Le trait d'esprit provenant de la mise en parallèle de la face de la reine et de celle du monde. On pense que Cléopâtre était très belle, de corps et de visage, séductrice et charnellement assez décomplexée. Dans une nouvelle qui s'appelle Une nuit de Cléopâtre, de Théophile Gautier, 1838, on a l'alimentation de ce mythe. La cruelle souveraine fait commerce d'elle-même en offrant à un jeune Égyptien la possibilité de jouir pleinement de son corps le temps d'une nuit, à condition de le payer du prix de sa vie et de boire ensuite une coupe de poison. Comment expliquer un tel charisme sexuel, propre à un usage suprasensible possible, comme dirait Kant? Elle envoûta notamment Jules César et Marc-Antoine, et c'est Blaise Pascal qui ajouta à sa pure beauté un petit charme, un je ne sais quoi. Mais comme une référence à son regard, à ses lèvres aurait été trop érotique, il imagina qu'elle avait peut-être un nez un petit peu plus long, parce que c'est mignon. Cette idée fut ensuite reprise, y compris dans la pop culture, dans les aventures d'Astérix, alors qu'elle n'a sans doute aucun véritable fondement historique. Que pouvons-nous dire finalement au sujet de la mignonitude? Ce sera ma conclusion. Le philosophe présocratique antique Héraclite, dit Héraclite d'Éphèse, dit Héraclite l'Obscur, parce qu'il écrivait des fragments assez étranges, disait « La guerre, polémos,
est père de toutes choses, de tout le roi. Fragment 129. Et en effet, les relations naturelles, comme les relations humaines, sont souvent des relations de force et de pouvoir, vous en conviendrez. Dans le langage moderne, on en a le symptôme, puisqu'on qualifie par exemple de manière assez peu élégante une belle femme, une femme lumineuse, comme je disais, de canon, de bombes, de missiles ou d'avions de chasse. Dans un tel monde, ce qui est mignon peut nous faire réfléchir sur notre propre existence et sur ses aspects laids et moches, sur notre tendance querelleuse notamment, car, comme le dit Kant, si le beau est symbole du bien moral, la mignonitude extérieure se donne toujours comme une promesse de paix et de beauté intérieure. Autrement dit, la beauté n'a pas seulement un sens esthétique, mais aussi moral, éthique. Et d'ailleurs, on remarque que les cavaliers King Charles sont mignons aussi, au sens où ils sont d'une grande douceur, sans une once d'agressivité. Le mignon pousse dans l'ombre du beau et du sublime, comme la mousse au pied des arbres. Il prospère discrètement, simplement, gentiment, amoureusement, prêt à y être découvert, et c'est ce qui nous le rend si attachant. Sa puissance royale ne vient pas d'un arsenal offensif ou défensif, mais de son caractère désarmant, car la mignonitude est toujours pacifique et fait figure d'arme de séduction massive. Je vous remercie.